Notre ancienne relation avec les États-Unis est terminée. Ce sont les mots de Mark Carney, le Premier ministre canadien, candidat du Parti libéral, qui est donné vainqueur des élections législatives qui se sont tenues ce lundi. Mais alors pourquoi cette déclaration et quelle incidence va avoir cette élection? Salut, c'est Blanche, Hugo revient demain, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Ce sont près de 29 millions d'électeurs qui étaient appelés à voter au Canada, la 9e puissance mondiale, ce lundi. L'objectif de ces élections législatives, c'était d'élire les députés canadiens à la Chambre des communes, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Alors pour vous rappeler un petit peu le contexte, en janvier, l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé sa démission après plusieurs mois d'une intense crise politique dans le pays. Il était à la tête du Canada depuis 2015. Finalement, en mars dernier, Mark Carney avait succédé à Justin Trudeau, devenant le nouveau Premier ministre du pays. Mark Carney a été élu à la tête du Parti libéral du Canada, donc le même parti que Justin Trudeau, et il est ainsi devenu le premier Premier ministre du Canada à n'avoir jamais été député et sans expérience au sein du gouvernement. Pour vous le présenter rapidement, Mark Carney a 60 ans et il a notamment été banquier d'affaires, puis gouverneur de la Banque du Canada. Plus récemment, il était envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Et donc les élections législatives anticipées de ce lundi avaient pour objectif de confirmer ou non cette nouvelle direction. Et finalement, je le disais, c'est donc le parti qu'il dirige, le Parti libéral canadien, qui a remporté ces élections. Ça signifie que Mark Carney restera Premier ministre, tandis que le Parti conservateur restera l'opposition officielle à la Chambre des communes. Selon les projections des médias locaux, le parti du Premier ministre est assuré d'avoir assez de sièges pour former un gouvernement. Il n'a cependant pas obtenu la majorité absolue à la Chambre des communes et devra donc s'appuyer sur d'autres partis pour faire passer des lois. Lors de son discours de victoire électorale, Mark Carney a appelé les Canadiens à ne jamais oublier, je cite, la trahison américaine, déclarant que notre relation avec les États-Unis est terminée et appelant le Canada à l'unité pour les difficiles mois à venir qui exigeront des sacrifices. En fait, depuis qu'il a pris le relais de Justin Trudeau au poste de Premier ministre du Canada, Mark Carney alerte sur la menace des États-Unis de Donald Trump. Pendant sa campagne, il a notamment prévenu, je cite, « Ils veulent nos ressources, notre eau, les Américains veulent notre pays ». Mais alors, quelle est la position de Donald Trump vis-à-vis de son voisin canadien? Eh bien, depuis sa victoire à la présidentielle américaine en novembre dernier, Donald Trump a multiplié les attaques contre le Canada qui se sont accélérées depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. En novembre, par exemple, lors d'un dîner entre Donald Trump et le Premier ministre de l'époque Justin Trudeau en Floride, le président élu américain aurait plaisanté en disant que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. L'idée, selon lui, c'était de permettre au Canada d'éviter les futurs droits de douane à 25% qu'il souhaitait imposer sur les produits qui proviennent du Mexique et du Canada. Suite à ce dîner, Donald Trump avait d'ailleurs plusieurs fois qualifié Justin Trudeau de gouverneur et non de Premier ministre, le gouverneur étant le chef de l'exécutif d'un État des États-Unis. Cette rhétorique, qui vise à laisser penser que le Canada pourrait devenir le 51e État des États-Unis, Donald Trump l'a encore répété ce lundi, jour des élections canadiennes. Dans un post publié sur son réseau Truth Social, le président américain a appelé à voter pour lui-même. Il a écrit, je cite, « Élisez l'homme qui aura la force et la sagesse de réduire vos impôts de moitié, d'accroître votre puissance militaire gratuitement au plus haut niveau mondial, de quadrupler la taille de vos entreprises automobiles, sidérurgiques, aluminium, forestières, énergétiques et autres, le tout sans aucun droit de douane ni taxe si le Canada devient le précieux 51e État des États-Unis d'Amérique. » En gros, Donald Trump affirme que si le Canada devenait le 51e État des États-Unis, il ne serait plus soumis aux droits de douane récemment instaurés par son administration, notamment sur l'acier et l'automobile. Selon lui, ça serait donc économiquement bénéfique au Canada. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Dès son premier jour au pouvoir, Donald Trump a ouvert une guerre commerciale contre le Canada en imposant des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'automobiles. Mais derrière ces arguments, Donald Trump cherche en réalité à annexer le Canada pour des raisons stratégiques. Déjà, ça permettrait au territoire américain de s'étendre encore plus et de devenir le plus grand du monde devant la Chine et la Russie. Et surtout, les États-Unis bénéficieraient d'importantes réserves d'eau canadiennes. Le Canada détient 7% de l'eau douce sur la planète, ce qui est vu comme un atout pour Donald Trump, alors que les États-Unis sont de plus en plus confrontés à des épisodes de sécheresse. Mais alors face à tout ça, quelle a été la réaction du Canada? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que la guerre commerciale lancée contre le Canada par Donald Trump et les menaces d'annexion du Canada ont profondément impacté la campagne électorale canadienne. En effet, le candidat conservateur Pierre Poilievre a dégringolé dans les sondages au fil des semaines et selon les analystes, ça serait notamment dû aux multiples points communs entre lui et Donald Trump. À noter toutefois que Pierre Poilievre et Donald Trump ne partagent pas la même ligne politique à 100%. Et d'ailleurs, dans un discours reconnaissant sa défaite, le conservateur canadien a assuré que les conservateurs travailleront avec le Premier ministre et tous les partis pour défendre les intérêts du Canada et obtenir un nouvel accord commercial qui met les droits de douane derrière nous tout en protégeant notre souveraineté. De son côté, Mark
Mark Carney a promis de résister aux attaques américaines en diversifiant les partenariats commerciaux, notamment avec l'Europe, et en levant les barrières internes entre les différentes provinces canadiennes. Il souhaite aussi maintenir des droits de douane sur les produits américains tant que les mesures américaines seront en place. En tout cas, pour le ministre canadien Steven Guilbeault, les nombreuses attaques du président Trump sur l'économie canadienne, mais aussi sur notre souveraineté et notre identité même, ont vraiment mobilisé les Canadiens, comme il l'a déclaré sur la chaîne publique CBC. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu en Europe. Ce lundi, l'Espagne et le Portugal ont été touchés par une coupure d'électricité massive qui a duré pendant une grande partie de la journée. La France a été légèrement touchée au niveau du Pays Basque. C'est aussi le cas du Maroc qui a connu des perturbations du réseau Internet. En Espagne, la panne qui a commencé en fin de matinée a été observée dans de nombreuses villes éloignées les unes des autres à travers le pays, par exemple Séville, Madrid et Barcelone. Même son de cloche au Portugal qui a subi une grosse coupure tout au long de la journée. Elle a mené à de fortes perturbations, entraînant par exemple des coupures de réseau de transport public, des personnes coincées dans les trains ou des ascenseurs, ou encore l'arrêt de feux de signalisation. Les aéroports ainsi que le réseau téléphonique et internet ont aussi été perturbés. Alors ce mardi, l'électricité était parfaitement stabilisée au Portugal et presque entièrement rétablie en Espagne à l'heure où je tourne ces actus. Dans les deux pays, des scènes de joie et de célébration ont pu être vues au rétablissement de l'électricité, parfois tard dans la nuit. L'origine de la panne n'est pas encore connue, mais il pourrait s'agir d'un problème dans le réseau de transport, selon le gouvernement portugais. La théorie d'une cyberattaque a été écartée. Deuxième actu, on va faire un point sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce lundi, je cite, une nouvelle tentative de manipulation de la Russie. En fait, le même jour, le président russe Vladimir Poutine a annoncé vouloir mettre en place une trêve du 8 au 10 mai pour des raisons humanitaires à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai. Une courte trêve avait déjà été annoncée par la Russie pour avoir lieu lors du week-end de Pâques. Alors Volodymyr Zelensky n'a pas indiqué si l'Ukraine allait respecter cette trêve du 8 mai et il a proposé d'instaurer plutôt un cessez-le-feu immédiat, global et inconditionnel d'au moins 30 jours. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé vouloir accroître la pression sur la Russie dans les 8 à 10 jours prochains sans donner plus de précision. L'objectif serait, je cite, de pousser Vladimir Poutine à un cessez-le-feu plus long entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, Donald Trump a évoqué de son côté dans un entretien aux médias The Atlantic la possibilité d'infliger des sanctions à la Russie, par exemple sur le secteur bancaire. Il affirme être du côté de l'Ukraine, mais pas nécessairement du côté de Zelensky. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, en France, après plusieurs projets autour des prisons, notamment sur les conditions de détention des narcotrafiquants, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a annoncé vouloir rétablir les frais d'incarcération pour les détenus en France. Faut savoir que jusqu'en 2003, les détenus en France payaient des frais d'incarcération. En gros, ils participaient aux frais d'entretien en prison sous la forme d'un forfait prélevé sur leur compte d'environ 45 € par mois, plafonné à 30% de leur rémunération nette en détention. Pour ces nouveaux frais d'incarcération, on ne sait pas encore qui sera sujet à ce paiement, quel sera le montant ou à quelle fréquence il aura lieu. Alors pour justifier cette mesure, Gérald Darmanin avance les coûts des prisons. Le fonctionnement des prisons coûte autour de 4 milliards d'euros par an et environ 105 € par détenu par jour, selon un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2023. En tout cas, ce projet est très critiqué par l'Observatoire international des prisons, qu'il considère comme brutal et consternant. L'instance met en avant la précarité des détenus, avec un détenu sur 5 qui vit avec moins de 60 € par mois, selon ses propres chiffres. Quatrième actu, le rapport des assises de lutte contre l'antisémitisme a été rendu ce lundi au gouvernement. Il fait suite à plusieurs dizaines d'auditions lancées mi-février. Le rapport constate en particulier une augmentation des actes antisémites, donc contre la communauté juive, en milieu scolaire. 1670 actes ont été remontés sur l'année scolaire 2023-2024, contre 400 l'année précédente, soit une hausse de 317%. Il fait aussi état d'un enracinement des préjugés et d'une forme de banalisation de symboles nazis comme les croix gammées. Pour y faire face, le rapport préconise de recontextualiser l'histoire des antisémitismes et des racismes dans les programmes scolaires en allant au-delà de l'histoire de la Shoah et de l'affaire Dreyfus, ou encore de créer un institut de formation et de recherche sur le racisme et l'antisémitisme. Pour Aurore Berger, qui est la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, ces mesures devraient pouvoir être déclinables pour les autres formes de racisme. À noter que parallèlement, 79 actes anti-musulmans ont été recensés en France entre les mois de janvier et de mars 2025, selon la Direction nationale du renseignement territorial. Dans le détail, 26 actes ont été commis en janvier, 17 en février et 36 en mars. Ça représente une hausse de près de 72% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2024,
2024. Il y en avait eu 14 en janvier, 11 en février et 21 en mars 2024. À noter que ces chiffres sont vraisemblablement en dessous de la réalité car les victimes ne portent pas nécessairement plainte selon le ministère de l'Intérieur. Dimanche dernier, un rassemblement contre l'islamophobie a eu lieu à Paris, place de la République, après l'appel notamment de la France Insoumise. 5e actu, les violations de données personnelles ont connu une forte augmentation en 2024, précisément de 20%. C'est le constat alarmant que dévoile la CNIL, donc l'instance chargée de surveiller les dérives de l'informatique. Alors par violation des données personnelles, on entend le fait de récupérer les informations de personnes à partir d'une base de données, souvent lors d'une intrusion non autorisée. Le vol de données personnelles peut mener à différents problèmes plus ou moins graves qui vont du spam téléphonique à l'usurpation d'identité. Plus inquiétant encore, le nombre de failles impliquant plus d'1 million de personnes a doublé entre 2023 et 2024, passant de 20 à 40. Pour la CNIL, 80% des très grosses violations de données auraient pu être évitées par un meilleur contrôle, d'autant plus que les attaquants exploitent souvent les mêmes failles. L'instance estime que les grandes bases de données ne sont pas assez protégées, comme par exemple France Travail, anciennement Pôle emploi. Pour améliorer la situation, la CNIL prévoit d'ici 2026 d'augmenter les contrôles, mais aussi d'obliger les grandes entreprises à mettre en place la double authentification, qui est plus fiable qu'un simple mot de passe pour accéder aux grosses bases de données. En à peine 4 mois, depuis début 2025, la CNIL a déjà relevé plus de 2500 violations de données privées. Et enfin, dernière actu, la 3e édition du Loto de la biodiversité a été lancée ce lundi et porte cette année sur le thème de la mer et des littoraux. Alors en quoi ça consiste exactement ce loto ? Eh bien des tickets à gratter spéciaux sont vendus à 3 € par la Française des Jeux et sur ces 3 €, 43 centimes sont reversés à l'Office français de la biodiversité pour financer des projets de restauration de la nature. De leur côté, les joueurs peuvent potentiellement empocher jusqu'à 30 000 € de gains. Cette année, 21 projets ont été sélectionnés à travers le monde en lien donc avec l'eau. Parmi eux, il y a notamment la restauration des dunes de la plage d'Omaha Beach en Normandie ou encore la préservation du corail du parc national des Calanques à Marseille. Alors faut quand même savoir que ce loto de la biodiversité est critiqué par certaines associations. Il est notamment accusé de faire la promotion des jeux d'argent chez les jeunes ou d'être contre-productif pour des raisons écologiques à cause de la production des tickets en papier plastifié. En tout cas, c'est important de le rappeler, l'utilisation des jeux d'argent comporte des risques financiers et des risques d'addiction. Merci Léa, on termine avec un petit retour en arrière aujourd'hui, c'est le flashback du jour. Il y a 80 ans, le 29 avril 1945, les femmes votaient pour la première fois en France. C'était pour les élections municipales. Ce droit, accordé officiellement un an plus tôt, donc le 21 avril 1944, a été le fruit d'un combat d'1 siècle porté par de nombreuses militantes et mouvements féministes. C'est notamment la contribution active des femmes à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale qui a accéléré cette avancée. Merci à tous d'avoir suivi ce format. Je vous rappelle qu'il est aussi disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, à savoir Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.